Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur N1, votre émission 100% basket des équipes de The Free Agent. La saison est finie, vive la saison. C'est parti. Donc Boston champion. On a déjà fait le débrief de ces finales. Et on va se projeter tout de suite sur la draft avec Axel. Axel qui a suivi les prospects toute la saison. Salut Axel, comment ça va ? Salut Yaya, on a essayé, parce que c'est encore une fois, c'est très subjectif ce genre de choses, parce qu'il y a tellement de possibilités, de choses à regarder que. Mais en tout cas, on a suivi un petit peu, effectivement. Et oui, tout à fait. Alors, avant de parler de la draft, on va parler de tout ce qui, de comment nous suivre, et on va parler d'une wash bomb. C'est un peu étrange parce que du coup, vous allez nous écouter, ce sera déjà tombé. Mais Ouais. pour être dans les coulisses, on vient de tomber dessus. Là, on tourne au moment où la wash bomb est tombée. Donc, on est obligé de glisser un petit mot. Ah ouais, obligé. Donc pour nous suivre, d'ailleurs, il y aura un article sur cette wash bomb sur l'appli TFA. N'hésitez pas à aller la télécharger. Vous téléchargez l'appli, vous mettez les notifications push et vous aurez tous les articles, tout qui arriveront. Et puis surtout, il n'y a pas que le basket, il y a le football américain, le LF en ce moment, la D1 Elite qui a bientôt sa finale qui arrive et la off-season, bientôt les previews de NFL. Il y a également le hockey, la NHL qui, lui, va continuer puisque ce n'est toujours pas fini. Et puis la saison de baseball qui bat son plein avec en ce moment une série Yankees-Orioles où on est l'un contre l'autre, mon cher. Ça se lance la balle sur les bras. Exactement. Mais donc ça, c'était la première chose. Après, vous pouvez nous écouter sur les applis de podcast et nous noter 5 étoiles, des pouces, des jeux. Donc, pouvez nous suivre donc sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Allez-y, n'hésitez pas. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, enfin X. TikTok et qu'est-ce qu'il y a d'autre, Twitch, YouTube, n'hésitez pas, allez-y, suivez-nous et surtout le Discord communautaire où vous pouvez venir discuter avec nous, discuter de nos avis. Et ça tombe bien puisqu'on aura besoin de vous, comment vous voyez les choses sur cette draft. Bon, on l'a un petit peu teasé tout à l'heure, ça vient de tomber, donc quand on enregistre, il est 21h et des brouettes. On a appris quel est le nouveau coach des Lakers. C'est... Vas-y, annonce-le. DJ Redick. Et oui, DJ Redick, l'ancien joueur, l'ancien Dukies. Et alors toi, comme ça, à chaud, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu penses de ça? Bonne chance à lui. Alors que ça devienne un coach, moi, ça me dérange absolument pas. Parce que je pense que sur ces derniers mois, il a. Bon, après, voilà, c'est deux métiers complètement différents, mais en tout cas, il sait de quoi il parle. Ouais. Dans ses podcasts, dans toutes les apparitions télé qu'il a pu faire et tutti quanti. Mais bonne chance. Hein. Il va être dans une franchise. Vraiment bonne chance. Alors, on a vu ce que tu me l'as rappelé en off, mais effectivement, récemment, des anciens joueurs prendre des positions de coach. On a vu comment ça s'est passé. Coucou Steve Nash. Alors, lui, bon, il a joué il y a un peu plus longtemps, mais ça reste à peu près le même profil. Là, c'est aux Lakers. Et Chauncey Billups aussi dans un autre. Ah oui, il y en a d'autres. Hein. Je dis Steve Nash, mais effectivement, il y en a plein d'autres. C'est pas la question. Après que ça fonctionne ou pas, ça, on verra comment ça se passe. Mais aux Lakers avec LeBron, je sais pas si c'est la. Alors après, tu me diras, Steve Nash. Et la pression médiatique. Oui. Ouais, non, mais parce que y a tout en fait. Et quand on voit que ils ont fait la même chose avec en prenant Darvin Ham. Ouais. Comment te dire? Ouais, j'attends juste avant de vraiment. Faut attendre l'off-season, voir ce que les Lakers font en termes de move. Ouais. Pour voir comment. Parce qu'après, dans tous les cas, on sait qu'ils vont aller dans la direction de vouloir gagner, mais à quel point ils vont être ambitieux, à quel point ils vont faire des moves, si Dilo il va partir, si.
Voilà, comment voir le roster juste avant la saison, voir un petit peu, mais sur le papier, c'est étrange. Et sachant si LeBron repart avec les Lakers. Ouais, rien que ça déjà, mais moi, en sachant qu'il y a JJ Redick, je pense qu'il va rester quand même. Je dis pas que c'est parce que il y a JJ Redick qui vient qui reste, mais ça fait partie des choses qui font que je pense que ça va le faire rester, je présume. Ok. Est-ce que tu crois du coup que LeBron il est capable de demander une baisse de salaire pour pouvoir prendre des joueurs avec lui? Voilà, franchement, là, on me demande, franchement, j'espère. J'espère, ça paraîtrait le choix le plus judicieux maintenant. Ouais, parce qu'ils ont besoin de joueurs, parce que ils ont que 2 joueurs, parce que Austin Reeves il est bien gentil, mais maintenant on le connaît. Dilo, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que je dis, j'attends juste de voir l'intersaison, voir ce qu'ils font à la draft, voir ce qui se passe cet été, et puis après on pourra un peu plus parier entre guillemets sur ce que ça va donner à JJ Redick. C'est les Lakers. Après, c'est les Lakers, hein, c'est toujours. J'aime pas en fait, parce que JJ Redick, très honnêtement, je pense que ça peut être un bon coach. Maintenant, il est dans un contexte, les attentes qu'on va lui demander. Bon, après, il faut voir aussi qui il aura comme assistant, parce que tu vois, on l'a vu par exemple avec le champion en titre Boston. Ouais. T'as un coach comme Sam Cassell à côté qui faisait beaucoup, tu vois. On sait que les assistants, c'est important. Ouais, clairement. Mais encore une fois, il y a pas mal d'anciens joueurs qui ont eu des plus ou moins grandes carrières qui sont devenus coachs et qui sont relativement jeunes. Même Ime Udoka. Bon, après, lui, il n'a pas eu une carrière immense, mais ça a quand même été un ancien joueur. Ouais. Enfin, il y a plusieurs noms comme ça, mais là, le contexte. Matsula, visiblement. Pas en NBA, mais. Ouais, voilà, ils ont. Enfin, il y a assez peu de coachs qui sortent de nulle part et qui deviennent coachs de. En général, quand même, ils sont. Ouais. Non, mais je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Mais on va voir ce que ça va donner. Étonné, en tout cas. En tout cas, on vous invite à aller lire l'article sur TFA. Allez consulter, voir, et je pense qu'on va y revenir Oui. plusieurs fois dans cette intersaison, parce que c'est le premier domino pour les Lakers. Allez, justement, on parle de reconstruire la draft, parce que c'est notre sujet principal ce soir. C'est ça. La draft qui, cette année, se tiendra le 26 et 27 juin. Cette année, c'est une nouveauté. Ça se tient sur 2 jours. Déjà, toi, est-ce que tu penses que ça change quelque chose, que ça Absolument pas. Ou c'est juste pour faire des audiences, pour qu'ESPN fasse des audiences? Ouais, mais qui regarde le deuxième. Enfin, je veux dire, si, moi je vais regarder le deuxième tour, mais je veux dire, ça m'indiffère pas mal. Quoi qu'en vrai, en NBA, je pense que c'est un peu plus suivi. Parce que c'est dans d'autres sports. Alors après, les sports marchent différemment, mais sur tous les drafts. Mais les seconds, voire tours supplémentaires, on s'en fout un peu. Enfin, on s'en fout. Ouais. En NFL, NFL, c'est sur 3 jours. Hein. Bah voilà, NFL, NHL. Mais il y a 7 tours. Ouais, non, voilà, MLB, il y a 14 000 tours. Les mecs, on les voit pas pendant 4 ans. Donc, enfin, voilà. Donc, en NBA, je pense, c'est pas mal. En plus, de mémoire, le deuxième tour est un horaire très acceptable pour la France. Donc, je crois que c'est à 21h. Donc, non, c'est cool. Ouais. Bon, écoute, on va voir ça. On va juste rappeler les. Allez, on va faire les loteries pick. On vous rappelle le loterie pick. En fait, comment ça se passe? Les 14 équipes qui n'étaient pas qualifiées pour les playoffs, 14 plus mauvaises entre guillemets, et ont eu un tirage au sort. Et c'est des tirages au sort avec des pourcentages pour pouvoir avoir le premier tour c'est pondéré, on va dire. Et du coup, de nombre à avoir. Voilà, exactement. Et donc plus t'es mauvais, plus t'as de chance d'avoir le premier tour. Et cette année, c'est
Atlanta, qui n'était pas le plus mauvais, qui se retrouve avec le premier choix à la surprise générale. Ouais, ils ont bien, ils ont eu quand même un petit coup de chance quand même. Hein. Oui, je vais pas citer un grand philosophe du tennis, Benoît Paire, hein, mais on a tous compris ce qu'il faisait. Ensuite, ta franchise en numéro 2, ouais. Washington. En 3, Houston. En 4, les San Antonio Spurs. En 5, les Detroit Pistons, qui eux sont les grands perdants, puisque c'était eux qui avaient le plus de chance, puisqu'ils étaient c'était eux qui avaient le plus de défaites. Ensuite, les Charlotte Hornets, les Portland Trail Blazers, les San Antonio Spurs, les Memphis Grizzlies. En 10, les Utah Jazz. En 11, les Chicago Bulls. En 12, c'est OKC qui a un de ses 60 000 tours de draft. En 13, c'est les Kings. En 14, c'est les Trail Blazers. Et ensuite, il y a le moment de la draft. Voilà. Déjà, par rapport à ça, est-ce que toi, pour toi, ça change par rapport aux joueurs qui vont être pris, ou c'est vraiment au talent que ça va se décider? Après, tout dépend des équipes. C'est toujours pareil. C'est que de toute façon, toutes les années, on a des pics qui sont faits entre guillemets au talent. Après, en sachant que de toute manière, ce genre de choses, c'est hyper théorique, mais selon les besoins et effectivement la timeline de l'équipe, après, il pique en conséquence. On l'a vu sur les dernières années, de tête, je sais pas qui Kylian Murray à l'époque quand il pique, on dit que c'est un pic au fit parce que le mec est, comment dire, entre le talent qu'il a actuellement et le talent qu'il peut avoir, il y a une marge entre guillemets assez faible et au final ils ont bien fait de le faire. Donc il y a plein d'exemples comme ça de toute façon, mais du coup ça dépend des équipes. Ouais, non, mais je suis assez d'accord. On va parler tout de suite. Ça risque d'être une draft historique, surtout pour nous, Français. Alors, on le dit tout de suite, hein, cette année, c'est pas la draft la plus riche en talent de l'histoire. Mais encore une fois, alors, on le saura qu'avec du recul. Il y a des drafts, on avait dit ce seraient les meilleurs drafts de meneur. On se souvient la draft 2017, et au final, t'as Frank Milikina et Dennis Smith Jr., quoi. Ouais, bah oui, après. et Lonzo Ball, je crois. Donc voilà. C'est ça le problème de la draft et du scouting, c'est que il y a trop de paramètres. Ouais. Alors, on a beaucoup de Français qui sont inscrits. Ouais. Et on va juste donner les principaux. Zachary Rizaché, Alexandre Sarr, Tidjane Salon, Melvin Aginsa, Armel Traoré, Mohamed Diawara, puis ensuite d'autres. Il y a 12 Français qui se présentent. Il y a ce que je vais me permettre de rajouter, parce qu'il y a quand même des joueurs qui sont quand même susceptibles d'être pris. Ouais. Il n'y a pas comme Dadier, il y a Melvin Aginsa. Je l'ai cité, Elvin. Ah, autant pour moi. Ouais, après, c'est tout. Je pense que. Mais Zachary Perrin. Ah, lui, c'est plus pour. Ça va être plus pour l'année prochaine si jamais il s'est, comme ils disent aux US, reclassifié. D'accord, ok. Je croyais que c'était. Mais ouais, est-ce que toi, tu vois 3 Français dans le top 10? 2, je le vois. Bon, après, ça, c'est un peu plus du coup plausible, mais 3, c'est possible. Il y a un monde, effectivement. D'accord. Bon, il y a pas mal de mocks. Alors, les mocks, pour ceux qui ne connaissent pas, qui découvrent, c'est les drafts faits par les journalistes qui mettent, eux, ceux qui voient. Hein. C'est les prévisions. Ouais, c'est hyper aléatoire pour le coup. Pour cette année, en tout cas. Ouais. Alors, il y a même un monde où il y a le numéro 1 et le numéro 2 sont français. Est-ce que toi, tu vois ça? Oui. Enfin, en fait, c'est soit ça, soit top 4. On a les deux, je pense. Ok. Max. Oui. Dans le sens où là, bon, après, c'est des rumeurs, mais apparemment, Atlanta serait pas trop sur Alexa. Ouais.
apparemment. Alors, moi, j'en suis très content parce que du coup, s'il glisse en deux, je réfléchis même pas, je le prends. Et du coup, peut-être Rizachi en un, pourquoi pas? Ouais. Alors, ça revient de plus en plus, et je suis assez d'accord avec toi. Mais on va revenir sur eux deux. Ouais. Toi, est-ce que tu as suivi Zachary Rizaché? Alors, je pourrais te parler de plein de joueurs, mais Rizachi, j'ai pris un peu en retard parce que j'ai pas trop regardé La le Betclic Elite? championnat français. Ouais, bah, ouais, j'ai fait l'américain, désolé. Et même Non, non, mais jusqu'à l'Australie. Du coup, bon, forcément, j'ai quand même regardé un peu, hein, parce que ça reste quand même un des joueurs français qui a le plus de chances de briller le soir de la draft. Donc, ouais. Rizaché, c'est un prototype de joueur où en NBA, tu as de grandes chances que ça devienne un joueur que beaucoup d'équipes voudraient. Enfin, c'est-à-dire que il y a potentiellement du shoot, il y a potentiellement un physique qui pourrait se traduire dans les années à venir comme vraiment un très bon trendy. Donc du coup, tir extérieur et défense, hein, grosso modo. Ok. Ouais, il y a du potentiel. Alors, moi, j'ai pas trop suivi, mais bon, après, Rizaché, c'est un nom qui compte dans le basket français. Son père était Ouais. international. Il a été médaillé d'argent au JO de 2000. Un joueur qui a profité à fond de l'arrêt Bosman, qui a passé beaucoup de temps en Espagne, notamment, qui a joué à Olympiakos. Un gaucher terrible qui était un très bon joueur, qui a fini sa carrière à Bourg. Et qui, voilà, c'est dans les gènes. C'est dans les gènes. Lui, et d'ailleurs sa sœur aussi, Ouais. qui est Ah très ouais. très forte. Moi, j'ai vu jouer sa sœur, hein, puisque mon club ici avait reçu la quart et demi-finale de la Coupe de France. Donc, j'ai vu jouer sa sœur. Ouais, c'est le prototype du joueur qui est demandé, c'est-à-dire assez fin, longiligne, très longiligne, avec des bras immenses. Et Ouais. surtout, il a fait un statement en playoff où où il a augmenté son niveau. Il a eu un creux dans sa saison parce que la fatigue, parce que c'est un joueur de 19 Il est ans jeune, quand même. hein. Bah non, il est Ouais. jeune. Donc voilà. Donc il a du shoot, il a de la défense. Effectivement, ça va être un free and D. Il y en a beaucoup qui le comparent à Nicolas Batum. Ouais. C'est la comparaison, enfin pas facile, mais Ouais, bah ils ouais, sont français. ouais, Ils sont voilà, deux joueurs français. de c'est ça. Mais c'est pas idiot, hein, comme comparaison, hein, au-delà de ça. Donc, Ouais. Mais moi, enfin, j'ai une grosse crainte pour lui, c'est que si tu le mets en 1, tout de suite, tu as une pression de malade, et je pense que ça ne correspond pas forcément à son jeu, parce qu'un numéro 1 de draft, c'est un gros investissement. ouais, moi je suis d'accord, j'aime pas j'espère pour lui qu'il ne le sera pas. Parce que ouais, comme tu dis, alors parce que ce truc de dire la draft elle est faible, ça faut On se s'en le souvient. remettre de la tête, mais malgré tout, Zachary Zaché, au-delà de ça, ça reste un joueur. Alors peut-être que ça va devenir un joueur au-delà des attentes actuelles, mais pour moi, c'est pas un joueur Tu vas mettre tous les first picks de draft l'un à côté de l'autre. Il va y avoir un décalage en termes de rôle, entre guillemets. À l'heure qu'il est, hein, de ce qu'on. Ouais. Voilà, donc, ouais, un peu pareil. J'espère pour lui qu'il sera pas numéro un parce qu'on sait comment c'est aux États-Unis. Ça parle beaucoup. Ah, mais Euh, ça met une hype tout de suite. Tu as une cible dans le dos quand tu es numéro 1 de draft, quoi. Voilà, et dès qu'il va enchaîner 3 matchs moyens, parce que le mec il s'adapte à l'NBA, on va lui tomber dessus. Ah, numéro 1 de draft. Enfin voilà. Franchement, non, j'espère pour lui qu'il ne sera pas numéro 1. En plus, Atlanta, ce qui est un peu, entre guillemets, étrange, entre guillemets, enfin étrange, particulier, c'est qu'Atlanta, ils ont beau avoir le first pick, c'est pas une équipe qui est en reconstruction. En transition peut-être, parce qu'ils essayent de trouver comment dire, une équipe compétitive autour de Trey, mais c'est pas une équipe en reconstruction. Donc ils Ouais. vont avoir un petit temps, mais pas le temps non plus pendant 2-3 ans, quoi.
C'est-à-dire que Trae Young, Dejounte Murray, il va falloir faire quelque chose. On Et va puis défendre. surtout, c'est que eux, ce qu'ils vont avoir besoin, c'est à l'intérieur. Et, Ouais, que- et que il y a un autre Français ouais, qui, lui, est un intérieur qui est prévu pour être en 4, ouais, très shooter, c'est Alexandre Sarr. ouais, ouais, c'est Alexar. Alors, est-ce qu'ils sont pas en train de brouiller les pistes? Ouais, je pense aussi, il y a ce truc, parce que j'en parlais avec des gens sur Twitter, enfin sur X du coup, Ouais. que je me disais, bah en vrai, Alexar, il rentre pas trop dans la timeline, dans le sens où bah, lui, c'est quand même un, entre guillemets, un talent brut. Enfin, il va avoir besoin d'une certaine adaptation, Bah, surtout pas. Ouais, il joue en Australie. ouais, mais en plus, en Australie, bon, là, du fait qu'il est jeune, il avait vraiment pas un rôle prédominant. Alors, il a eu un bon rôle, il a eu l'opportunité de montrer ses qualités, mais je veux dire, c'était un joueur de complément, en termes de temps de jeu, je parle. Parce que en NBA, en Australie, c'est des équipes qui jouent, qui essayent d'être compétitives. Donc c'est je veux dire, c'est une atmosphère compétitive, je me répète. Euh, Ouais. Non, non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que c'est pas un championnat juste de démonstration, quoi. voilà. Et du coup, à Atlanta, je me suis dit, bon, Atlanta, ils vont essayer de, entre guillemets, gagner. Donc, c'est peut-être pas la timeline idéale, mais ouais, ça pourrait être. Moi, à leur place, je le prends tous les jours, hein, Mais ouais, mais Alexandre Sarr, pour moi, ça a du sens, puisqu'ils ont un besoin à l'intérieur. ouais. Ils ont des playmakers sur la base arrière. Ça, on lui retire toute la pression, quoi. Après, le truc, c'est qu'ils ont besoin d'intérieur, oui, mais en même temps, ils ont des. Alors, bon, je sais pas comment ils articuleraient ça, mais ils ont déjà Capella et Jalen Johnson, surtout Jalen Johnson qui a bien montré cette année, qui a, entre guillemets, explosé. Du coup, je sais pas trop, enfin, je sais pas comment tu. Ou alors pendant une année, tu le laisses un peu prendre les minutes derrière et puis. Ouais. Ou en poste 4 et à côté de Capella, quoi. Bah ouais, mais c'est Jalen Johnson, quoi, de base. C'est pas un 3, hein. Ouais. Il Mais shoot pas Jalen Johnson, hein. Enfin, il shoot pas. Ah non, si, pardon, je confonds. Il shoot. Enfin, je sais pas. Ça, c'est un peu. Mais du coup, je pense qu'ils vont. Si tenter qu'ils prennent avec ça, parce que je pense qu'à terme, ce sera un très très bon fit avec Trae Young. Faut abuser, quoi. bah, Capella. c'est-à-dire que ça fait deux shooters, quoi. Parce que Alexandre Sarr, c'est un shooter aussi. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il est grand et il shoot. Et il a un peu. Alors, ouais. Au début, je pense pas qu'il le fera, parce que, NBA, mais il y a des. Ouais. Mais il aura intérêt à pas trop shooter, effectivement. Mais son jeu, c'est de shooter quand même. Ouais, Depuis, il a depuis des tout le temps. prédispositions, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, on sait que. Alors, c'est Alexandre Sarr, c'est le frère de Olivier Sarr qui a fait tout le cursus aux États-Unis, qui a fait Wake Forest et puis après Ouais, qui est parti à Kentucky et qui ouais. après a été drafté par OKC et était two-way contract. Il a joué à OKC, il a joué également à Portland de mémoire et il est revenu à OKC. Euh, mais malheureusement, il s'est blessé au tendon d'Achille. Mais on sait que c'est un petit peu le joueur un petit peu supérieur à son grand frère, dans le sens où il a un shoot pareil, assez fiable, mais capable d'être un peu plus mobile encore. C'est vrai qu'il est, ouais, il est mobile. Le shoot, alors du coup, disons que c'est pas un intérieur qui va juste au panier, quoi. Genre, Oui. il a montré quelques flashs de tir un peu, enfin, un petit peu du panier. Après, c'est à développer, quoi. C'est pour ça que je dis produit, produit, talent brut, pardon. Ben, c'est un peu. En fait, depuis que il y a le one and done, les GM n'ont jamais hésité à drafter des jeunes joueurs Ouais, au potentiel. bah oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et que maintenant, tu peux, enfin, surtout avec les équipes en construction, c'est plus simple. Mais, Oui. mais effectivement, ouais. Et après, mais c'est vrai qu'une équipe qui n'est pas en reconstruction, l'avantage c'est que tu as moins de pression sur ta performance, quoi.
t'as des joueurs qui peuvent aussi autour de toi te libérer de certaines tâches, tu vois. Oui, clairement, clairement. Par exemple, tu vois, on revient à Zachary Rizaché. Ouais. On va pas lui demander de créer, tu vois. On va lui dire en attaque, tu te mets dans le corner et tu défends et tu shootes quand Trae Young veut bien te lâcher le ballon. Ouais. Et voilà quoi. C'est ça. Tu défends fort et tu finis les contre-attaques, tu défends fort et tu te mets dans un coin quoi. Bah ouais, c'est ça. Et tu auras le droit à avoir un peu plus le ballon quand Trae Young ou Dejounte Murray, un des deux sera sur le banc quoi. Ah, mais c'est pour ça que, enfin là, ce qui est un peu marrant avec cette draft, c'est que vraiment dès le first pick, je vais être dans l'inconnu le plus total. C'est exceptionnel. Et je suis sûr que je vais entendre le first pick, je vais faire quoi? C'est sûr, c'est sûr. On va y venir. Ouais, Un autre Français qui est possiblement dans le top 10, c'est TJ Saloon. Ouais. De Cholet. C'est ça. Qui a fait un statement dont la cote est remontée puisqu'il a fait un premier match, je crois que c'était contre Paris Basket. Il a fait encore une fois, ça sur la Bet League, je vais pas être le plus, comment dire, j'ai pas toutes les infos en tête, mais oui, oui, en playoff de mémoire. Il a fait alors il a un peu chuté dans les mocks et c'est normal parce que les Européens sont très hauts en début de saison parce qu'ils jouent dès le début de saison et avec le March Madness, les Américains qui sont très protectionnistes reviennent là-dessus. C'est qu'une question de hype. Ouais, on va dire ça. Toi, est-ce que toi, tu le vois dans le top 10? Aux portes, j'irai aux portes, quelque chose comme ça, dans le je sais pas, entre, je sais pas, 10 et 15, je dirais, enfin, environ. Parce que le souci, le fait est que TJ Salon, c'est aussi un joueur qui est hyper, c'est un talent brut. Il est super jeune, alors il a le physique, effectivement, Oui. NBA, enfin, en tout cas les attributs d'un physique d'un joueur NBA. Oui. Maintenant, va falloir s'ajuster grandement à la NBA parce qu'encore une fois, il est très jeune. Donc, mais il a les caractéristiques en tout cas. Mais ça, c'est un truc dont on sous-estime, nous, en tant que suiveurs, et c'est la capacité des joueurs européens à s'adapter au monde professionnel. Ouais. Les Américains n'ont jamais joué dans le monde professionnel, et quand ils sont super forts, dès le lycée, dès le high school, c'est la star, en fait. Et c'est parce qu'ils sont la star, ils savent pas rentrer dans une hiérarchie, ils savent pas respecter la hiérarchie. Difficilement, en tout cas, c'est un peu spécial. Ouais. Et arriver, et surtout maintenant avec le one and done, parce que avant tu faisais 4 années. La première année, les coachs, t'avais beau être le meilleur joueur, tu t'allais sur le banc, quoi. Ouais. Et t'attendais ta place. Donc si on te donnait 1 minute dans le garbage time, tu devais rentabiliser, montrer, même si tu battais les seniors à l'entraînement, fallait vraiment que pas que tu les battes, mais que tu les lamines à l'entraînement. Ouais, voilà, maintenant c'est un peu moins le cas, effectivement. Mais avec le one and done, si tu veux, donc tu vas faire tout le travail qui est requis pour être sur le terrain, parce que malgré tout, ça reste du basket, mais aller poser un écran, c'est compliqué pour eux, tu vois. Donc, ouais, c'est ça. Et les Européens, ils savent ça, et ils savent, alors, dès le training camp, être prêts, être des vrais professionnels, c'est-à-dire que arriver 1 heure avant, aller faire les routines, aller prendre des chefs, parce que tu sais, on a toujours parlé de Tony Parker qui avait pris un chef qui donnait les coordonnées des chefs, tout ça. Tu vois, ça, ils le savent, tu vois. Ils ont ce truc. Et que ce soit Rizaché, tu vois, avec les parents qui sont là, qui sont d'anciens sportifs, enfin surtout le père. Alexandre Sarr, il y a son frère qui est passé devant. TJ Saloon, lui, c'est la Cholet Connection. On va pas rappeler tous les joueurs qui sont passés par Cholet, qui ont été en NBA. Les
Gobert, les Séraphin, les Gélabal, même Nando De Colo, tu vois, Rodrigue Bobois, tu vois, il y a un paquet et il y a une vraie communauté autour de ça, tu vois. Et c'est peut-être un peu l'avantage pour apprendre du temps de jeu assez rapidement. Moi, le truc, c'est que vraiment, il est jeune. Et, après, tout dépend de l'équipe dans laquelle il tombe. Hein. Mais tu vois, Ousmane Dieng, quand il est piqué par le Thunder, c'est un peu le même profil, plus ou moins. Et encore, le Thunder, à l'époque, c'est une équipe qui joue à rien. Ouais, mais Dieng, il était plus sur les lignes arrière. Il est plus 2. Saloun, il est plus 3-4. Je veux dire, tu sais, de ce Français super jeune. Ah oui. Ah ouais, non, après, le profil sur le terrain, effectivement, ouais, je me suis mal exprimé. Donc, je sais pas, moi, ce genre de. Faut lui laisser du temps, quoi. Donc, c'est pour ça qu'en termes de à quelle place il va être pris, je préfère être un peu. Enfin, pas frileux, mais un peu mesuré parce que j'ai pas envie non plus qu'il soit pris trop et que. Ouais, la flemme, franchement. Tu le vois pas en 8 du côté de San Antonio? Pour faire plaisir à Wemby et mettre un. C'est le Joker, là j'accepte. Ouais, San Antonio, j'avoue, je prends. Parce que San Antonio, c'est. San Antonio, t'es avec Wemby, t'es dans une équipe. Ouais, c'est vrai que San Antonio, j'accepte. Mais tous les autres, je maintiens ce que je dis. Ce que j'ai dit. Ok. Toi, est-ce que tu vois un autre Français qui pourrait être drafté premier tour? Pas comme Dadi. Ouais. Du coup, c'est un ailier qui joue en Allemagne. Alors qui est aussi très jeune. Pour le coup, on a pas mal de jeunes prospects français. Et du coup, donc, qui joue en Allemagne à Ulm. J'espère que je prononce bien. Bon, il n'y a que 3 lettres, mais. Ouais. Où était passé Kylian Hayes? Effectivement, donc c'est pas anodin et c'est une équipe en gros qui effectivement tend à faire ce genre de choses, c'est-à-dire qu'il laisse du temps de jeu aux jeunes. Parce que pas comme Dadier, c'est l'un des plus jeunes même de mémoire de la draft. Il a même pas 19 ans, il a 18 ans là actuellement. Et du coup, c'est un ailier, ancien meneur quand il était plus jeune, qui a eu une poussée de croissance. Bon, ça arrive assez souvent. Anthony Davis, si tu nous écoutes. Voilà, c'est ça. Bon, là, après, lui, c'est pas un pivot maintenant, mais effectivement, c'est ce genre de trajectoire. Et du coup, on a affaire à un jeune prospect, talent brut, hein, pareil, et que, en fin de premier tour, c'est pas déconnant. Effectivement, son nom est un peu moins connu, mais on va apprendre à le connaître si jamais ça arrive, si jamais il est pris au premier tour et qu'il rejoint une franchise. Juste pour la petite info, Ulm, c'est une très grosse académie de formation en Allemagne. C'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas à prendre des prospects, c'est-à-dire très très jeunes. Je sais qu'ils sont sur des jeunes d'une quinzaine d'années, tu vois. Ils les développent, ils les mettent sur le terrain et même ils font de la post-formation, c'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas à prendre des joueurs de 16, 17 ans, voire 18 ans et leur donner des responsabilités. Et ça, c'est important pour les jeunes parce que même à tous les niveaux, hein, ce qui est important, c'est d'être sur le terrain et d'avoir des responsabilités parce que si c'est pour jouer, pour faire le banc, ça sert à rien parce que tu as beau t'entraîner, mais si tu as un vrai rôle, tu vois, quand on t'envoie sur le terrain pour, même si tu es le petit jeune, mais pour à cheval sur les cartons, tu as 10 minutes, bah, au moins tu les rentabilises 10 minutes ou même 14 minutes, tu vois, 15 minutes, c'est déjà ça, quoi. Puis en Europe, vu que c'est entre guillemets plus compétitif, tu joues contre des papas, quoi. Ah ouais, c'est souvent plus dur pour un jeune joueur de faire sa place. Donc moi, effectivement, comme tu le dis, cette équipe, elle donne du temps de jeu, donc c'est super. Ouais, et je sais que moi, pour en avoir discuté avec des personnes qui sont dans le basket, ils regardent quand c'est recruté par Ulm, ils regardent en disant quand même, il y a peut-être un petit truc à regarder, quoi. Tu vois. Il y a un petit, il y a Noah Essang, je sais pas comment on dit. Noah Essang, je vais l'appeler, excusez-moi, un Français aussi. Bon, il est plus jeune lui, mais dans les années à venir, qui vient de là-bas également. Enfin, qui joue là-bas également. Ok, très bien. Oui, et puis il y avait, je l'ai rappelé, Kylian Hayes, ancien Choletais lui aussi. J'ai oublié dans les Choletais. Un autre joueur?
Moi, il y a Alvin Aginsa, le cousin d'Alexis, Ouais. qui joue en Pro A, mais qui a déjà signé, en Betclic Elite, et qui a signé dans un autre club, je crois, qui est en passe de signer dans un autre club. Alors là, c'est toi qui vas me le dire, parce qu'encore une fois, mais je sais qu'il joue à Saint-Quentin, ça je sais. Oui, mais il partirait de Saint-Quentin pour aller jouer l'Euroleague, notamment dans un club pas loin de Lyon. Il serait sur les tablettes de Lyon, enfin de l'Asvel. Ah, bah, de toute façon, l'Euroleague, tu as soit l'Asvel, soit Paris Basket. Ou Monaco. Monaco, effectivement. Oula, 3 équipes françaises en Euroleague. 3, génial. Yes. On n'avait pas vu ça depuis les années 90. Ok, lui, en fait, il a fait une grosse saison, c'est un gros prospect. Annoncé en deuxième tour. Deuxième, voire si jamais dans une équipe vraiment fin de premier tour, pourquoi pas. Je sais qu'il y a certaines mocks qui le mettent, je sais pas, typiquement en 30 à Boston, tu vois, par exemple, ce genre de choses. Parce qu'encore une fois, là, on est aussi sur un profil de 3&D. Donc voilà. Ouais, plutôt deuxième tour, fin de premier tour. Avec ce qu'on appelle du draft and stash, c'est-à-dire on laisse en Europe se développer. Quoique lui, tu peux peut-être le plus. Parce que si tu vas en NBA, typiquement, il va à Boston, il joue pas. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ou alors c'est pour faire de la G-League, quoi. Bah, c'est vrai que surtout. Bah, après, j'ai dit Boston parce qu'effectivement, c'est ce que j'avais en tête, mais c'est vrai que Boston, les draftés en général, bon. Je me souviens il y a certains joueurs, là, ils sont encore en G-League à l'heure actuelle. Bon. Il y a un très bon joueur qui joue en Europe qui avait été drafté par Boston, qui a pas réussi, c'est Gershon Yabusele. C'est vrai. Ouais, Yabusele. Ouais. Et il avait un petit peu de temps de jeu, mais voilà. Plus que Vincent Poirier, par exemple. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Et Vincent Poirier qui, pareil, lui fait ses valises, il part du Real Madrid. Ouais. Il va, de mémoire, je crois qu'il va à l'Anadolu Efes Pilsen. Ouais, j'ai dit un club turc, mais encore une fois, ça sort un peu de mes. Ah ouais, bah oui. Je connais parce que voilà, je suis le basket, mais moi. Ouais, bah c'est pas. Ça arrive. D'autres Français, plutôt deuxième tour après. Après là, ça va être un peu plus. Un peu plus. Attends, parce qu'on a déjà dit les noms, j'ai même pas forcément de. Attends, peut-être que j'ai une dinguerie. Non, je crois pas. Attends. Après deuxième tour, voilà, c'est. Non, j'ai pas spécialement d'autres noms à citer. Non, pas spécialement. Il y en a d'autres, hein, mais. Ok. Zachary Perrin. Ça, comme je disais, si je ne dis pas de bêtises, il va retenter sa chance l'année prochaine. Alors, c'est pas du tout péjoratif, hein, c'est juste que les joueurs peuvent choisir à un certain âge s'ils veulent se présenter ou non. Donc, Mohamed Diawara. À Dustin State, la hype de la March Madness, pourquoi pas? Pourquoi pas comme je dis, en deuxième tour. Il a perdu je sais pas combien de kilos après pour se préparer pour la draft. Alors ça, j'avoue que je n'ai pas suivi. J'avais suivi son collègue, J'avais entendu son collègue, le pivot impressionnant, DJ Burns, je crois, qui lui. Ah mais je confonds peut-être les deux. Hein, ouais, je crois que c'est DJ Burns. Lui, il a vraiment, parce que lui, pour le coup, il avait un physique assez atypique, assez imposant, et il a pas mal fondu. Il a pas mal fondu après la March Madness. Mais Mohamed Diawara, pourquoi pas. Après, c'est pas forcément un joueur qui est beaucoup cité dans les mocks, mais après, le genre de la draft. En deuxième tour ou signé en free agent. En free agent, pourquoi pas. Une invitation en Summer League pour se montrer. Après, est-ce qu'il n'aurait pas intérêt à se retirer et à faire une saison de plus? Ouais, j'avoue, c'est pas forcément. Après, c'est toujours des rumeurs, tout ça, mais c'est pas un joueur qui est forcément cité. Ok. Voilà. Ok. On a fait le tour pour les Français. On va passer maintenant à la draft en général parce qu'il n'y a pas que les Français. Toi, quel joueur tu vois en joueur surprise sorti de nulle part qui va arriver puisque
tu m'as dit. En gros, ton joueur coup de cœur, quoi. Alors qu'on ne voyait pas arriver. Parce que, je dirais. Alors après, là, depuis quelques semaines, il monte. Enfin, il monte. Il y a eu une invitation à la Green Room, par exemple. Bon, ça veut tout et rien dire, hein, ça, mais Bah, ça veut dire qu'il va être dans les 14, quoi. oui, il est pressenti pour être dans les 14. C'est Bub Carrington. Carlton Carrington, parce que Bub c'est un surnom, mais soit. Que c'est un meneur qui jouait cette saison à Pittsburgh, enfin l'université de Pittsburgh, et grosso modo, on est sur le profil d'un meneur d'1m90-95 Ok. qui principalement shoot bien l'extérieur. Alors après, il a un peu de mal à aller au panier, mais bon, ça j'ai envie de te dire. ESPN l'annonce 19. Hein. Ouais, 19, mais en fait, c'est un monté crescendo. Là, il a une invitation à la Green Room, j'ai vu passer. Ça m'étonnerait même pas qu'il parte genre top. Franchement, je... ça m'étonnerait pas forcément. Et vraiment, le profil est intéressant, il a du potentiel. C'est un joueur jeune, par contre. C'est un joueur jeune. Donc, c'est potentiel. C'est l'un des plus jeunes, même de mémoire, de cette draft. Donc, mais il n'arrête pas de monter effectivement, comme tu l'as dit, dans les mocks. D'accord, ok. Tu crois, toi, aux joueurs de Yukon qui peuvent prendre des spots très hauts? Ouais, c'est les joueurs qui sont hyper clés. Enfin, hyper, non. Surtout, donc, du coup, il y a deux joueurs. Il y a Stephen Castle. Ouais, et Donovan Klingan Klingan. Donc, du coup, Castle qui est un. Alors, en c'est un peu meneur. compliqué parce que. Bah, non, même pas. En fait, comment dire? Donc, il a joué pour ceux qui n'ont pas suivi la March Madness, une équipe qui a été double championne, donc Ouais. Yukon. Et en fait, vu que c'est une équipe qui tourne hyper bien avec un coach qui est là depuis des années, donc Hurley, vous avez dû entendre son nom par rapport aux Lakers. Ah oui, mais il a dit non aux Lakers. Ah là, il a dit non aux Lakers, mais là-bas, ouais, c'est un peu spécial. NCAA, les coachs, c'est les coachs qui sont. Ah bah c'est les stars, hein. C'est eux les Ah ouais, stars. voilà, c'est ça, exactement. Donc voilà, donc Stephen Castle là-bas, il jouait poste 2-3 Ouais. avec un profil plutôt défensif. Effectivement, alors on dit meneur parce qu'en high school, il jouait meneur. Alors il jouait meneur. J'ai été voir, ouais, il jouait meneur, on va dire. Ouais, il portait la balle. Soit. Ok. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal on parle pas mal de lui. Mais encore une fois, vu que c'est une draft un peu large, c'est un peu yo-yo, quoi. Il y en a qui le voient deuxième, il y en a qui le voient 12, 25. Ça n'a Ouais. aucun sens. Ok, Donovan Klingan. Ah oui, Donovan Klingan, bah là c'est hyper, c'est un peu marrant parce que je sais pas si, je pense qu'il y en a sûrement qui ont entendu parler, parce que c'est un peu le même, enfin non c'est pas le même joueur, mais un peu comme Zach dit, c'est des joueurs aux États-Unis ils sont encensés, c'est les meilleurs joueurs du monde et ailleurs on voit leurs défauts quoi. Enfin Donovan Klingan c'est un pivot qui joue 20-25 minutes, alors qu'il y a des qualités. Hein. C'est un protecteur de cercle, c'est un finisseur au cercle également. Mais ouais, un pick 3 de draft, franchement, un top 3. Perso, ESPN annonce 3. Hein. Ah, mais il y a même des rumeurs comme quoi Atlanta, ils vont le prendre. Donc, enfin, après, c'est des rumeurs, c'est toujours pareil. Il y a, ouais, donc personnellement, je le ferai pas, mais Ok. il a des qualités. Mais il joue 25 minutes par match. Il a joué pardon 25 minutes par match à Yukon. Ok. Annoncé aussi dans le top 10, deux joueurs de l'usine à draft qui est Kentucky. Ouais. Reed Shepard et Rob Dillingham. Ouais, Rob Dillingham, ouais. Qui croit à cette traction arrière qui pourrait se retrouver d'ailleurs du côté des Spurs, tous les deux. Ils sont annoncés en 4 et 8. C'est ça. Par ESPN. Ce Ouais. serait quand même dingue. Ouais. C'est effectivement cette saison, effectivement, ils ont joué ensemble. Alors, ce qui est marrant, c'est que les deux ont joué ensemble, mais les deux ont joué ensemble dans la seconde unit. Avant, c'est n'importe quoi. Bah, c'est Aucun que des deux n'était titulaire. Hein, genre, surtout Dillingham.
Mais c'est coach Calipari, on sait ce qu'il fait. Hein. Lui, il s'en fout de gagner. Ce qu'il veut, c'est récupérer des millions. Des millions. D'ailleurs, il s'en va de Kentucky. Donc effectivement, Dillingham qui a été un sixième homme de luxe à Kentucky, et Rich Shepard qui était... alors oui, du coup, il n'était pas titulaire, mais plus dans un rôle de poste arrière qui sait un peu tout faire, qui va lui ball à l'équipe, sans être le personnage principal de son équipe, enfin le joueur principal, pardon. Donc effectivement, ils sont projetés assez haut. Surtout chez Shepard, j'ai l'impression de le voir dans beaucoup de mocks très haut. Ouais. Bah, et alors moi j'ai une question, c'est toi tu les as vus jouer, moi je les ai très peu vus jouer. Ouais. Tu les vois transposables en NBA? Shepard, oui, je pense, parce que c'est un joueur qui, comme je te dis, en fait, c'est le genre de joueur. Au pire, il sera jamais négatif. Enfin, il sera jamais négatif. Dans l'idée, c'est pas un joueur enfin, il est très rarement négatif et c'est un joueur utile en fait. C'est un joueur utile et en plus en NCAA, enfin en tout cas en NCAA, il a eu des statistiques au shoot, notamment extérieur, qui sont vraiment excellentes. Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais de mémoire, il tourne à presque il doit tourner à 45% à 3 points, je crois, sur la saison. Alors après, l'échantillon est pas. Il en a pas pris 200 des tirs à 3 points, mais. Ouais. Voilà, en termes même de playmaking, c'est aussi un joueur qui est plutôt positif. Donc de ce côté-là, moi, je me fais pas trop de mal pour lui. Et Dillingham, alors le problème de Dillingham, c'est que autant c'est un score excellent, je crois même que c'est l'un des joueurs, parce que je l'ai beaucoup vu jouer, c'est le joueur qui a vraiment le plus de... Comment dire? Genre, tu me dis, dis-moi un joueur qui va devenir une star, moi je te dis lui tout de suite. Mais le problème, c'est qu'il est petit. Le problème, c'est qu'en termes de physique, il n'est pas très grand. Et au basket, c'est important la taille. Ouais, alors tu me diras, il y a des joueurs qui sont passés avant lui dans la même fac qui ont bien réussi au même poste. Ouais, mais ils n'étaient pas petits non plus, quoi. Ouais, mais disons que ouais, là, actuellement, là, il y a pas mal de mots qui le font un peu glisser, un peu hein, comme un Keyonte George qui avait été piqué par le Jazz, où il était annoncé top 10 et au final, bah, il a glissé jusqu'à, de mémoire, il est parti en 14, je crois. Enfin voilà, ce genre de joueur. Donc, Après, il y a des joueurs, il vaut mieux pour eux qui descendent. Hein, tu vois, il y en a qui ne sont pas descendus. Bah, ils ont mis du temps à éclore. Hein. Dante Exum, par exemple, qui était un top 5. Ouais. Clairement, c'était compliqué, quoi, tu vois. C'est un top 5 de draft. Hein. Bon, voilà, je dis ça, je dis rien. Ah ben, c'est un numéro 5, ouais, par le Jazz, de mémoire. Ouais. Ah oui, c'est délirant. Mais Dillingham, pour revenir à ce que tu disais, en vrai, lui, c'est vraiment. S'il est haut, franchement, c'est vraiment pas grave. Enfin, dans le sens où le mec, il est à Kentucky. Le mec, vraiment, dans sa com et dans ce qu'il dégage, tu sens que le mec, tu sais, c'est vraiment un truc à l'américaine. Genre, le mec, depuis qu'il est à Kentucky, il sait que c'est une star, il le sait. Il jouait dans même les ligues avant. Ça fait longtemps qu'il est considéré comme un joueur. Ouais. Tu vois, donc, c'est un joueur qui a l'habitude d'avoir la hype autour de lui, quoi. voilà, le mec, enfin voilà, ça se voit. Donc, mais maintenant, la réalité, c'est que bah, de plus en plus, les joueurs sélectionnés, là, je regardais un petit peu tous les joueurs qui ont fait des workouts avec les Wizards. Bah, déjà, il n'est pas dedans, petit 1, même si j'adorerais qu'ils le prennent, mais et t'as que des joueurs, t'as Rizaché, t'as Klingan, enfin que des joueurs. Pas dire que des joueurs grands, parce que c'est un peu con de dire ça, on joue au basket, mais en tout cas des profils plus, comment dire, qui ressemblent plus à ce que la NBA est aujourd'hui. Quoi. D'accord. Ok. Vas-y, je t'en prie. Non, je voulais enchaîner parce qu'il y a un joueur, moi, qui était projeté dans le top 4, top 5, et qui glisse parce qu'il est blessé. Il était blessé en fin de saison, c'est Nikola Topic. Ouais. Yes. C'était un fort prospect
de sa Ouais, génération. Et lui, ouais. bah, ça glisse, quoi. Ça descend, ça descend, ça descend. Ouais, bah ouais, il y a eu de mémoire 2-3 blessures sur la saison. Ouais. Et après, c'est juste aussi une question de, comme on disait, un peu de hype, c'est-à-dire qu'il a un peu glissé aussi parce qu'il n'a pas joué pendant quelques temps et la March Madness est passée par là. Et les derniers matchs qu'il a pu faire, parce que de mémoire, il a rejoué un petit peu avant la fin de la saison, ça a été moyen. Ok. Donc après, c'est un jeune joueur sur pareil qui joue dans une grosse cylindrée européenne. Alors bon, il jouait pas en Euroleague non plus, mais Bah, il joue un petit peu, quoi. Il a un peu de temps de jeu, non? pas de même. Alors après, ouais, là, je vais, ouf, ouais, je vais Ouais. pas me. Je sais qu'il avait un peu de minutes, mais effectivement, Oui, bah, après, il n'avait pas un rôle majeur, mais c'est normal. Ok, 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 ok. Ouais, on connaît les joueurs serbes, les joueurs serbes et la NBA, quoi. bah, en plus, il y en a d'autres. Hein. Bon, après, un peu plus bas, mais il y en a d'autres qui pointent le bout de leur nez. Et ouais, les joueurs servent, quoi. Les produits. Bah, après, on parle toujours de Jokic, mais après, il y a eu des joueurs qui c'était plus compliqué, quoi. Tu vois, Il y a un peu de tout, effectivement. Bah, comme les Français, quoi. C'est un peu comme ouais, tout. un Teodosic, tu vois, alors qu'il arrivait un peu tard, Ouais, mais tu vois, son jeu n'était pas transposable. ouais, c'est ça. Bah, tu vois, après, c'était un Lituanien, mais Jacques Vicius, Hum. c'est dur à dire. Jacques Le Vicius en français, Ouais. quand il part d'Europe, c'est la star de l'Europe et il va à Indiana pour cirer le banc, quoi. Le problème avec les. Bah, là, récemment, il y avait. Alors là, c'est encore une autre nationalité, mais Vezenkov. Ouais. Alors qu'en Europe, c'est l'un des meilleurs. C'était le joueur de l'Euroleague, quoi. Bah, ouais, et là, bah, il a ciré le banc aux Kings et maintenant, j'ai peut-être plus trop envie de rester, quoi. Ah, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Ça, tu vois, c'était vraiment un truc des années 2000, tu vois, les joueurs un peu vétérans qui avaient prouvé en Hum. Europe. Et voilà, donc c'est ça. Toi, parmi tous ces joueurs, est-ce que tu vois Ouais. une équipe faire un reach sur un joueur, c'est-à-dire que une équipe qui est avec les workouts, parce qu'on sait qu'il y a les workouts, Hum. alors, va se dire, allez, on fait un trade-up et on va chercher un joueur. Est-ce que toi, tu vois une équipe faire une dinguerie d'ici, donc c'est mercredi et jeudi prochain? Ouais, la semaine prochaine, ouais. Est-ce que toi, tu vois un reach de malade? Alors, il y a des équipes, effectivement. Bon, après, je vais encore parler de rumeurs, mais il y a des équipes qui sont appelées à potentiellement se faire ce genre de choses. Il y a Portland qui est apparemment intéressé pour trade-up. Eux qui ont actuellement de mémoire le pick 7, Ouais, ils sont loin, ouais. il me semble. Je vais te dire ça. Et qu'ils Ouais, ils ils ont le aimeraient, septième, ouais. ouais, ils aimeraient arriver dans le top 3. Alors après, je vois. Avec Houston? Ouais, bah Houston, parce que Houston, effectivement, c'est potentiellement une équipe, alors comme Atlanta aussi, hein, mais c'est potentiellement une équipe qui pourrait accepter de baisser un petit peu comment dire, de trade down à la draft pour récupérer un joueur. Là, j'ai vu récemment, bah, juste aujourd'hui, je crois, une idée de trade avec Memphis pour récupérer Smart, tu vois, par exemple. Par exemple. Ouais. Ce genre de choses. Donc ouais, après, tu as aussi le Thunder qui pourrait potentiellement bouger. Ouais, Euh, mais ouais, pour remonter le Thunders? Ah ouais, non, le Thunder, c'est pour bouger leur pic, mais pas monter, effectivement. Là, je suis sorti Parce un petit que, peu. parce que ils ont le 12e choix, donc ça va être compliqué Ah non, de. non, je suis sorti un petit peu de la question initiale parce qu'effectivement, il y a des. Là, c'est plus pour échanger leur pick contre un joueur, tu vois. C'est pas pour trade up, effectivement. Et les Nets arriver sur la draft, puisqu'ils n'ont pas de choix. J'avoue. Bah, les Nets, si ils se décident à Non, non, enfin. mais c'était une blague, euh, hein. C'était juste pour les troller. Ah, mais faut leur franchise player, faut que. Bon, bref. Ouais, Bon, bah, tu sais, ils sont capables de tout, hein. c'est vrai. Boston les remercie encore.
Tu m'étonnes. Punaise, c'est grave. Ouais, un peu. Mais ouais, donc est-ce que toi, tu vois là que ça va s'accélérer, notamment, on sait qu'il y a toujours des trades le soir de la draft. Est-ce que toi, Ouais. tu vois des trucs, des dingueries? C'est trop dur, mais ouais, j'adorerais. Ouais, parce que toi, t'aimes le chaos. Ah Ok. oui, mais c'est ça qu'on veut. Mais surtout que là, en plus, comme encore une fois, dès le pick 1, on sait pas. Peut-être qu'il va y avoir une dinguerie. Ils vont prendre, je sais pas, Ron Holland. On n'a même pas parlé de lui. Bon, après, parce qu'on va pas parler Ouais. de 50 noms, mais vraiment, on sait pas. On sait pas. Il y a des rumeurs, mais on sait pas. Donc, non, après, ouais, avoir je sais pas, des traits de gros joueurs. Bon, après, ça, dans les années récentes, c'est assez rare. Mais parce que typiquement l'année dernière, de mémoire, à part le trade de. Attends. À part le trade de Wizards Pacers pour entre Bilal et Jarras Walker, j'ai pas le souvenir d'un gros trade. Non, non, mais il y a toujours enfin, il y a des équipes qui essayent Oui, quand même. petit trade, oui, voilà, des petits. Bah, on se souvient le récent, le plus marquant, c'est Trae Young, Luka Doncic. J'adorerais que Atlanta trade down encore. Oh, j'adorerais. Juste pour qu'on ait de quoi. Bah, c'est-à-dire que si tu fais ça, ça veut dire que faut que tu puisses savoir ce que tu Bah, veux, les... quoi. Ouais, ouais. Bah, carrément. Bah, moi, il y a une équipe qui est en position pour faire un trade-up, Ouais. c'est les Spurs. Ah, donner leur deux pics pour pour aller chercher celui des Hawks. Ouais, Du coup, tu envoies des jeunes téméraires. pas forcément. Bah, tu vois. Bah, tu prends deux pics, enfin voilà, tu peux prendre deux joueurs dans le top 10. Si t'as pas, si tu vois, on a dit que tu vois, Zachary Zaché, on voyait pas le fit. Ouais. Alexandre Sarr Atlanta. non plus. Ouais, non, bah, Euh, Atlanta, rien. Enfin, t'es si. Hein. Atlanta, toi t'y réfléchis pas. Ah, j'ai On- réfléchi, mais c'est plus pour les Spurs que je vois pas l'intérêt. Du coup, s'il n'y a pas un joueur, bah, après, du coup, des gens de T, quoi. Bah, si eux, tu vois, moi je vois plus d'intérêt pour eux à prendre Alex Sarr dans une raquette avec Wemby Mhm. ou Zachary Rezaché, tu vois. Moi, alors, tu vois, je le vois tous les jours avec eux. Tu Ah vois, oui, ouais, carrément. Ah oui, non, mais ça, c'est clair. Mais franchement, je préfère, enfin, si je suis les Spurs, évidemment, je préfère ne pas trade up et son 4 et 8, c'est déjà bien. Hein. Quand tu serais, c'est une connerie, 11, 12. Ah, je oui, dis pas, mais, ouais, mais ou alors tu t'en trades un sur les deux. ouais, pourquoi pas, carrément. Carrément. Et effectivement, avec un joueur, t'as bien, je sais pas moi, Ouais, tout dépend. Tu peux effectivement avec récupérer et on est au Texas, avec un chili con carne avec, et puis voilà quoi. un petit taco, allez hop. Non, mais comment dire, ou alors peut-être qu'ils vont être hyper agressifs et puis aller chercher un joueur plus expérimenté avec leur pic, hein, on sait pas. Hein. On sait pas. Oui, complètement, complètement. Tu vois, ben, on parlait de Brooklyn, il y a peut-être des joueurs, tu vois, un Michael Bridges. T'as Michael Bridges avec Wemby. Attends, mais je rêve de voir ça, en vrai de vrai. Ouais. En vrai de vrai, ah ouais, de fou. Au niveau. Et bon, après, faut rajouter deux, trois trucs avec, mais ils arrivent à trouver quelque chose, quoi, tu vois, les Spurs. T'as Parce Michael que Bridges, j'ai une troisième option Spurs, vraiment un régal. J'adorerais. troisième option, toi? Non, Je- en- ah, je rigole un peu, je rigole un peu. deuxième, oh, quand même. Un peu, put some respect on their name. Ouais, ok, ok, ok. Non, non, mais ok. Est-ce que toi, tu vois quel est ton joueur pépite que tu vois sur cette draft? Le joueur où tu te dis, ça c'est mon gars sûr. Là, ça va être le gars que je vais suivre toute sa carrière. Ah, que je vais suivre toute sa carrière. Ouais, tu sais, on a tous des joueurs comme ça, tu sais, où comme disent les Québécois, on est tombé en amour. Bah, de base, c'est Rob Dillingham, c'est pas un peu facile, mais
Rob Dillingham, j'ai vraiment, vraiment bien aimé sa saison à Kentucky, parce que c'est vraiment scoreur de fou, quoi. Alors, c'est un mec, ouais, il te fait des matchs, il est pourri pendant 3 quarts temps et demi, et puis j'ai un souvenir d'un match, il fait ça, il est pourri pendant 3 quarts temps, et à la fin, sur les 6 dernières minutes, il met 15 points. Il met des paniers, enfin voilà, genre. Donc ouais, je dirais Rob Dillingham, mais sinon, pour citer quelqu'un d'autre, je dirais. Attends, je réfléchis. Putain, j'ai pas de nom. Punaise. Oula. Je dirais. Pourquoi j'ai un trou de mémoire comme ça? Attends, je mets des équipes en tête. Ouais, non, Rob Dillingham, en vrai. Rob Dillingham, simple, efficace. Bon, il va partir top 10, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais il y a beaucoup de joueurs que je vais suivre en vrai de vrai. Parce que je vois, quand tu suis une draft de façon assez assidue, il y a plein de joueurs que tu. Puis tout dépend de les équipes dans lesquelles elles tombent. Après, c'est toujours pareil, mais. Complètement. Un petit Tyler Smith. Tyler Smith, tiens. Qui a joué en G-League Ignite dans cette fabuleuse équipe qui n'existe plus. C'est vrai. Et moi, tu sais quel joueur je vais suivre? Dis-moi. Zach Edey. Ah non, mais tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Ouais, dis-moi. Parce que j'attends qu'il soit signé d'ici 2 ans maximum par la JL Bourg et qu'il vienne jouer dans les salles en France. Après, il n'est pas NBA compatible. Respect à lui, hein, mais enfin voilà, le truc c'est que les Américains, je sais pas comment c'est possible que des gens, parce qu'en plus, pour ceux qui suivent de loin voilà, les trucs de draft, tout ça, le problème c'est que les journalistes qui s'occupent de ça aux US font entre guillemets une sorte de lobbying sur certains joueurs, dont Zach Edey du coup. Ouais. Alors que le mec, je suis désolé, mais jamais de la vie, il fait une carrière de 10 ans NBA ou même 5, hein, c'est impossible. Mais c'est pour ça que je te dis. C'est pour ça que je te dis qu'il finit à la JL Bourg. Hein. Ah ouais, mais le mec est certainement qui dit qu'il part top 20. Je me attends, mais quelle équipe va faire là encore en 50 allez, à la limite. Qui c'est qui il a projeté 19. Qui c'est qui Ouais, il y a des mecs. Y a des... À Toronto, t'imagines? Oh, le pauvre. Ils ont un pivot, mais ils n'ont pas besoin. Enfin, non, pitié. Non. Non, il a des qualités, mais faut remettre dans le contexte qu'en NCAA, des mecs de 2m15-20, il n'y en a pas 50, donc bah forcément, ils dominent. Voilà. Voilà. Vous avez votre explication. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est comme ça qu'on va conclure ce podcast sur la draft. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour une émission récap. Également l'émission WNBA. N'hésitez pas à aller donner de la force. Donc cette semaine, c'était Tom qui était aux commandes. Chris a pris une semaine de repos. La semaine prochaine, donc vous retrouverez Chris. C'est moi qui vais être au repos et on fera une émission débrief également de la draft et des joueurs qui ont été pris. Merci pour ton expertise, Axel. Merci de m'avoir sauvé la vie parce que toi, tu connais mieux les joueurs que moi. Mais merci et on se dit à très vite sur les antennes de The Free Agent. Allez, ciao. Ciao.